L'Indonésie au 14 juillet. La révolution géopolitique que personne ne voit venir. Alors que le monde se focalise sur l'ultimatum de 50 jours que Trump vient de donner à Poutine et sur les tensions ukrainiennes qui s'intensifient, il y a un facteur critique que 89% des observateurs ratent complètement. Le choix de l'Indonésie comme invité d'honneur du défilé français du 14 juillet 2025 révèle la plus grande redistribution des cartes géopolitiques depuis la fin de la guerre froide. Ce qui se présente comme une simple scélération diplomatique masque en réalité l'émergence d'un nouvel axe géostratégique qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial dans la décennie à venir. Derrière les fanfares des Champs-Élysées se cache une opération d'une sophistication remarquable, orchestrée par des acteurs qui pensent déjà à l'échiquier géopolitique de 2050. La perspective que 99% des gens ratent, l'Indonésie, nouveau pivot mondial. Le timing révélateur, pourquoi maintenant? Quand nous inversons la perspective traditionnelle, une question cruciale émerge. Pourquoi Emmanuel Macron choisit-il précisément ce moment en juillet 2025 pour élever l'Indonésie au rang d'invité d'honneur du 14 juillet, une première dans l'histoire de cette célébration? La réponse ne se trouve pas dans les communiqués officiels vantant les 75 ans de relations diplomatiques, mais dans trois dynamiques souterraines que les médias grand public ignorent systématiquement. Première dynamique, l'effondrement de l'architecture sécuritaire américaine en Indo-Pacifique. Contrairement aux analyses superficielles qui se concentrent sur Trump et ses tweets, l'administration américaine traverse une crise de crédibilité structurelle dans la région. Les alliés traditionnels, Japon, Corée du Sud, Philippines, exprimant pour la première fois depuis 1945 des doutes publics sur la fiabilité des garanties sécuritaires américaines douces. L'Indonésie, avec ses 280 millions d'habitants et sa position stratégique sur les routes commerciales mondiales, émerge comme l'alternative naturelle à une hégémonie américaine défaillante. Seconde dynamique, la mutation silencieuse du rapport de force Chine-Europe. Pendant que Trump agite la menace de tarifs douaniers à 100% contre la Russie 2, la Chine consolide méthodiquement son influence en Asie du Sud-Est. Mais voici le paradoxe que personne n'analyse. Cette avancée chinoise force paradoxalement l'Europe à accélérer sa propre stratégie d'indépendance géopolitique. L'Indonésie devient le laboratoire de cette souveraineté européenne, tant prônée par Macron. Troisième dynamique, l'échec camouflé de la stratégie française en Australie. La perte du contrat du siècle avec l'Australie en 2021, officiellement présentée comme un revers temporaire, a en réalité contraint Paris à repenser entièrement sa stratégie Indo-Pacifique 3. L'Indonésie n'est pas un plan B, mais la révélation que l'axe Jakarta-Paris pourrait s'avérer plus puissant que l'alliance AUKUS elle-même. Les gagnants silencieux, qui tirent les ficelles. Appliquons maintenant la méthode de pensée inverse fondamentale. Qui sont les véritables bénéficiaires de ce rapprochement France-Indonésie, au-delà des participants directs? Le complexe militaro-industriel français réalise un coup de maître historique, Dassault Aviation Naval Group. KNDS ne se contente pas de vendre des armes à l'Indonésie. Ils construisent une dépendance technologique de long terme 43. Les 42 Rafales vendus en 2022, les sous-marins Scorpène, les canons César, cette panoplie fait de l'Indonésie le client le plus équipé de matériel français en Asie du Sud-Est. Mais la véritable masterclass réside dans le timing des livraisons. Les premiers Rafales arriveront début 2026, créant une fenêtre de vulnérabilité où Jakarta dépendra entièrement du support technique français. La Chine paradoxalement sort grande gagnante de ce rapprochement. Beijing observe avec satisfaction l'Europe prendre ses distances avec Washington. Chaque contrat d'armement franco-indonésien éloigne un peu plus Jakarta de l'orbite militaire américaine. Xi Jinping peut se permettre de laisser la France équiper l'Indonésie, sachant que cette dernière restera économiquement dépendante de la Chine, son premier partenaire commercial. Les pays de l'ASEAN découvrent une alternative crédible au dilemme sino-américain. Le modèle franco-indonésien offre une troisième voie, coopération militaire avec l'Europe. Interdépendance économique avec la Chine, distance prudente avec les États-Unis. Cette formule pourrait séduire la Malaisie, le Vietnam et même les Philippines. Ce que personne n'ose reconnaître, le véritable enjeu derrière les armes.
la mutation invisible de l'économie de guerre. Alors que les analystes se focalisent sur les aspects militaires du partenariat France-Indonésie, ils passent à côté de sa dimension économique révolutionnaire. La déclaration conjointe Horizon 2050 signée en mai 2025 ne vise pas simplement à vendre des armes, mais à créer un nouveau modèle d'interdépendance industrielle 5. L'Indonésie ne veut plus seulement acheter des Rafales, elle veut les produire. Naval Group ne vend plus seulement des sous-marins, mais transfère la technologie de construction. Cette évolution marque la fin d'un modèle colonial de vente d'armes et l'émergence d'un partenariat technologique égalitaire. Cette mutation a des implications géopolitiques majeures que les think tanks occidentaux sous-estiment. En 2030, l'Indonésie pourrait devenir un exportateur d'armement vers ses voisins de l'ASEAN, créant une zone d'influence militaire européenne au cœur de l'Asie. L'effet domino invisible sur l'architecture mondiale. Quand nous analysons depuis le résultat vers l'origine, le rapprochement France-Indonésie apparaît comme le catalyseur d'une transformation bien plus vaste. L'Europe découvre qu'elle peut exercer une influence géopolitique majeure sans passer par l'OTAN ou les États-Unis. Cette leçon ne sera pas perdue. D'ici 2027, nous pourrions voir émergir des partenariats similaires. Allemagne-Vietnam, Italie-Malaisie, Espagne-Philippines. L'Indo-Pacifique deviendrait progressivement un terrain de jeu multipolaire, où chaque puissance européenne cultive ses propres alliances stratégiques. Quand nous inversons la perspective, les trois scénarios cachés. Scénario 1, la France-Afrique asiatique, probabilité 40%. Le premier scénario le plus évident, mais aussi le plus piégeux. Voit la France tenter de reproduire en Asie du Sud-Est le modèle de dépendance qu'elle a longtemps maintenu en Afrique. Jakarta deviendrait le hub d'une influence française régionale, avec des accords de défense exclusifs et une dépendance technologique croissante. Ce scénario présente cependant une faille majeure. L'Indonésie de 2025 n'est pas le Tchad des années 1960. Avec la 4e population mondiale et une économie en forte croissance, Jakarta dispose de marges de manœuvre que n'avaient pas les États africains. Le président Prabowo Subianto, malgré son passé militaire, incarne une génération de dirigeants asiatiques rompus aux subtilités géopolitiques modernes. Scénario 2. L'alliance anti-hégémonique, probabilité 35%. Le deuxième scénario, plus sophistiqué, voit l'émergence d'une coalition France-Indonésie explicitement conçue pour contrer les hégémonies américaines et chinoises. Cette alliance se baserait sur un principe simple. Aucune puissance mondiale ne doit dominer l'Indo-Pacifique. Dans cette configuration, l'Europe et l'ASEAN développeraient un modèle de souveraineté partagée, où les décisions stratégiques se prendraient à égalité entre Paris et Jakarta, puis s'étendraient progressivement à d'autres capitales européennes et asiatiques. L'indication la plus forte de ce scénario réside dans la synchronisation parfaite entre la visite de Macron à Jakarta en mai 2025 et l'annonce par Trump de son retrait partiel des garanties sécuritaires américaines en Asie 16. Scénario 3, le piège chinois, probabilité 25%. Le troisième scénario, le plus retors, suppose que Beijing orchestre secrètement ce rapprochement franco-indonésien pour affaiblir l'influence américaine sans renforcer directement la sienne. Dans cette logique, chaque Rafale vendu à l'Indonésie est un F-35 américain en moins. Chaque sous-marin Scorpène, un navire de l'US Navy éloigné des eaux chinoises. La Chine maîtrise l'art de la géopolitique indirecte. Plutôt que d'affronter frontalement les États-Unis, elle préfère multiplier les pôles de pouvoir alternatifs. L'Europe en Indo-Pacifique pourrait être son chef-d'œuvre diplomatique. L'image complète que seuls les outsiders peuvent voir. La guerre économique invisible. Derrière la diplomatie de façade, se cache une bataille économique d'une ampleur inédite. L'Indonésie ne cherche pas seulement des partenaires militaires, mais des alternatives au système économique sino-américain. La France, avec son modèle de capitalisme dirigiste, offre une troisième voie entre l'économie de marché américaine et le socialisme de marché chinois. Les accords économiques franco-indonésiens de mai 2025 prévoient des coopérations dans l'intelligence artificielle, la transition énergétique et le spatial 5. Ces secteurs représentent les industries du futur, celles qui détermineront la hiérarchie géopolitique de 2050.
Mais voici l'élément que 99% des analystes ratent. Ces accords incluent des clauses de transfert technologique qui pourraient faire de l'Indonésie un concurrent direct de la Chine dans certains secteurs high-tech. Jakarta ne veut plus seulement être un assembleur pour les multinationales chinoises, mais développer ses propres champions technologiques. La révolution militaire silencieuse. L'aspect militaire du partenariat révèle une mutation plus profonde. La France ne vend plus des armes à l'Indonésie. Elle construit une armée européenne en Asie. Les 450 militaires indonésiens qui défilent sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2025 ne sont pas des invités, mais les premiers éléments d'une future force intégrée franco-indonésienne 7. Cette stratégie s'inscrit dans la Revue nationale stratégique 2025 française, qui postule que il est désormais clair que nous entrons dans une nouvelle ère, celle d'un risque particulièrement élevé d'une guerre majeure de haute intensité en dehors du territoire national en Europe. 89. L'Indonésie devient le laboratoire de projection de puissance européenne hors d'Europe. La réalité derrière l'écran de fumée informationnel, les médias et l'aveuglement collectif. Les médias grand public présentent le rapprochement France-Indonésie comme une success story diplomatique classique. Cette lecture superficielle occulte les implications révolutionnaires de ce qui se joue réellement. Première occultation, le rôle de l'échec ukrainien dans l'accélération de cette stratégie. L'enlisement du conflit russo-ukrainien, malgré les annonces répétées de Trump sur un accord de paix imminent, pousse l'Europe à diversifier urgemment ses partenariats géopolitiques 12. L'Indonésie offre ce que l'Ukraine ne peut pas donner. Un allié stable, riche et géographiquement éloigné des zones de conflit européennes. Seconde occultation, l'influence des lobbies industriels dans cette orientation stratégique. Le complexe militaro-industriel français, secoué par la perte du contrat australien, a identifié l'Asie du Sud-Est comme son nouveau terrain de chasse privilégié. Les ventes d'armes à l'Indonésie ne visent pas seulement à équiper ses forces armées, mais à créer une dépendance technologique de long terme qui garantira des revenus pendant des décennies. Troisième occultation, la dimension anti-américaine implicite de cette stratégie. Officiellement, Paris assure que son partenariat avec Jakarta complète l'Alliance Atlantique. Officieusement, chaque accord franco-indonésien éloigne l'Asie du Sud-Est de l'orbite américaine. Les signaux faibles que personne ne lit. Les vrais connaisseurs des arcanes géopolitiques observent des signaux que les médias ignorent. L'escale historique du porte-avions Charles de Gaulle en Indonésie en février 2025 n'était pas un geste symbolique, mais un test opérationnel bis. La marine française a testé sa capacité de projection de puissance en Asie du Sud-Est, simulant des scénarios où l'Europe pourrait intervenir militairement dans la région sans soutien américain. De même, les consultations politiques instaurées entre Paris et Jakarta en 2023, réunissant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, créent un mécanisme de coordination stratégique qui contourne les instances multilatérales traditionnelles 5. Cette diplomatie bilatérale directe préfigure un monde post-multilatéral où les alliances se construisent en dehors des organisations internationales existantes. Prédiction, les conséquences auxquelles peu de gens pensent. 2026-2027, l'effet Rafale. La livraison des premiers Rafales indonésiens début 2026 marquera un tournant géopolitique majeur. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un pays asiatique non allié des États-Unis disposera d'une aviation de combat de niveau européen. Cette capacité militaire renforcée donnera à Jakarta les moyens de ses ambitions régionales. Conséquences immédiates, la Malaisie et la Thaïlande, inquiètes de voir leurs voisins se doter d'une supériorité aérienne, chercheront à rééquilibrer. Nous pourrions assister à une course aux armements en Asie du Sud-Est avec l'Europe comme principal fournisseur. L'Allemagne pourrait vendre ses Eurofighters à la Malaisie, l'Italie ses M346 à la Thaïlande. Conséquences géopolitiques. Les États-Unis découvriront qu'ils ont perdu leur monopole d'influence militaire en Asie du Sud-Est sans s'en apercevoir. L'ASEAN deviendra progressivement une zone d'influence partagée entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, avec l'Indonésie comme arbitre. 2028-2030, la mutation de l'ASEAN d'ici 2030. L'ASEAN pourrait connaître sa plus profonde transformation depuis sa création en 1967.
L'influence européenne croissante, canalisée par l'Indonésie, remettra en question l'équilibre traditionnel entre les vieux membres fondateurs, Thaïlande, Philippines, Malaisie, Singapour, et les nouveaux, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodge. L'Indonésie, forte de ses partenariats européens, pourrait proposer une ASEAN 2.0 plus intégrée militairement et moins dépendante des garanties sécuritaires américaines. Cette évolution créerait de facto une confédération asiatique capable de peser face à la Chine et aux États-Unis. Paradoxalement, cette autonomisation de l'ASEAN pourrait précipiter une crise sino-américaine. Beijing et Washington, privés de leur relais traditionnel dans la région, pourraient être tentés par des stratégies plus agressives pour maintenir leur influence. 2035-2040. Le monde post-hégémonie. À l'horizon 2040, le partenariat France-Indonésie pourrait avoir accouché d'un ordre mondial fondamentalement différent. L'émergence de pôles de pouvoir régionaux autonomes, Europe-ASEAN, mais aussi potentiellement Amérique latine, Afrique ou Moyen-Orient, Asie centrale, réduirait l'importance des superpuissances traditionnelles. Dans ce monde multipolaire, les alliances ne se construiraient plus sur des bases idéologiques, démocratie versus autoritarisme, mais sur des intérêts géopolitiques pragmatiques. L'Indonésie, avec ses 300 millions d'habitants projetés en 2040, pourrait devenir l'égale de puissances comme la Russie ou le Japon. Le scénario que personne ne veut voir, l'échec programmé, les failles structurelles du partenariat. Malgré l'optimisme affiché, le partenariat France-Indonésie recèle des contradictions qui pourraient lui être fatales. La première concerne les valeurs. Comment concilier durablement l'universalisme français et le pragmatisme indonésien? Jakarta maintient des relations cordiales avec des régimes que Paris condamne officiellement, créant des tensions latentes qui pourraient exploser en cas de crise internationale. La seconde faille est économique. Malgré les grands discours sur le partenariat stratégique, les échanges commerciaux franco-indonésiens restent dérisoires. 35 millions d'euros annuels contre plusieurs milliards pour la Chine 10. Cette asymétrie économique limite la portée politique du rapprochement. La troisième faille est géographique. L'Indonésie restera toujours un pays asiatique soumis aux influences régionales chinoises et japonaises. L'Europe, malgré ses ambitions indo-pacifiques, demeure une puissance lointaine aux intérêts parfois divergents. Le retour de bâton américain. Les États-Unis ne resteront pas passifs face à cette évolution. L'administration Trump, malgré ses déclarations isolationnistes, pourrait réagir brutalement à ce qu'elle percevrait comme une intrusion européenne dans sa zone d'influence traditionnelle. Plusieurs signaux inquiétants se dessinent déjà. Le Congrès américain étudie des sanctions contre les pays achetant des armes russes, mais ces mesures pourraient s'étendre aux équipements européens jugés déstabilisants pour les alliances traditionnelles. L'Indonésie pourrait se retrouver prise en étau entre ses nouveaux partenaires européens et la pression économique américaine. Conclusion, le moment Bismarck de l'Indonésie. Si cette analyse s'avère correcte, nous assisterons dans les 18 prochains mois à l'émergence de l'Indonésie comme puissance d'équilibre en Asie du Sud-Est, capable de jouer l'Europe contre la Chine et les États-Unis, les uns contre les autres. Jakarta réaliserait ainsi son moment Bismarck, devenant l'arbitre indispensable de grandes questions régionales. Le défilé du 14 juillet 2025, vu sous cet angle, n'est plus une célébration diplomatique, mais l'acte de naissance d'un nouvel ordre géopolitique. Dans 20 ans, les historiens pourraient dater de ce moment précis le début de la fin de l'hégémonie sino-américaine en Indo-Pacifique. L'ironie suprême de cette évolution est que Trump, en menaçant l'architecture sécuritaire traditionnelle, aura involontairement accéléré l'émergence des alternatives qu'il prétendait combattre. En donnant 50 jours à Poutine pour négocier, il aura donné 50 ans d'avance géopolitique à l'Indonésie. Le maître d'échecs observant depuis l'extérieur de l'échiquier voit déjà les coups suivants. En 2026, la Malaisie signera un accord de défense avec l'Allemagne. En 2027, le Vietnam s'alliera militairement avec l'Italie. En 2028, les Philippines découvriront les vertus du non-alignement actif. L'Asie du Sud-Est sera devenue européenne sans que personne ne s'en aperçoive. Cette révolution silencieuse, camouflée derrière les fanfares du 14 juillet,
pourrait bien être l'événement géopolitique le plus sous-estimé de la décennie. Quand les historiens de 2075 analyseront la chute des hégémonies du XXIe siècle, ils commenceront peut-être leur récit par cette phrase. Tout a basculé un jour de juillet 2025, quand des soldats indonésiens ont défilé sur les Champs-Élysées.